Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez la bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 6 mars pour votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin, dernière matinale donc de la semaine. Avant un petit week-end de repos, on se retrouvera bien sûr lundi matin la semaine prochaine. Comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale. Donc voici le numéro. Nous avons reçu il y a quelques instants dans l'invité de la matinale à Marie-Laure Monti, fondatrice de Label et Kids et qui organise la tournée vendéenne des soirées Maman va danser. Elle nous a donc présenté ce concept qui vient d'Allemagne et qu'elle a lancé en Vendée en juin dernier. Rendez-vous désormais sur tvvendée.fr et sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu pour revoir cette interview. On regarde maintenant ensemble votre météo du jour avec de la pluie ce matin sur une partie de la Vendée, notamment sur le littoral. Quelques averses donc attendues, à compter 9 à 11 degrés pour la matinée. Dans l'après-midi, la pluie devrait disparaître, mais le ciel restera plutôt chargé en nuages. Les températures restent plutôt douces, avec 14 degrés sur le littoral et 15 degrés dans les terres. Il est temps maintenant de faire un petit point également sur les marées du jour. On regarde donc d'abord du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer qui était cette nuit à minuit 23. La suivante est donc prévue à midi 46. À première pleine mer, c'était ce matin à 6h02. La prochaine sera donc à 18h15. Les coefficients restent importants comme depuis le début de la semaine, 94 à 91, coefficient identique au niveau du passage du Gois où la première basse mer était à minuit 36, la prochaine sera donc à midi 58, la première pleine mer ce matin à 5h47, la suivante à 18h02. Le soleil, lui, il s'est levé ce matin à 7h34, il se couchera ce soir à 18h58 et nous fêtons aujourd'hui les félicités. Il est temps maintenant de faire ensemble un point sur l'actu du jour, voici le journal. C'est la fin d'un outil majeur du développement économique régional, Solutions & Co, l'agence de développement économique créée par le Conseil régional pour accompagner les dirigeants d'entreprises, va disparaître à la fin du mois après une décision actée par le Conseil régional des Pays de la Loire en session hier. Depuis près de 20 ans, l'agence jouait un rôle central avec l'accompagnement des entreprises du territoire, l'implantation de nouveaux projets ou encore la promotion économique de la région. La présidente de la région, Christelle Morancet, justifie cette décision par une volonté de réorganiser et de simplifier l'action économique de la région avec un transfert d'une partie des missions directement au sein des services régionaux, mais aussi par une volonté d'économie budgétaire. Cette fermeture a des conséquences sociales. 60 à 70 postes sont menacés sur une centaine de salariés. Le contexte économique et budgétaire de la France est très très difficile puisque nous avons plus de 3,5 milliards de dettes, c'est-à-dire que la dépense publique aujourd'hui se fait par de l'argent qui est prêté et que devront rembourser nos enfants et nos petits-enfants. Et donc la région des Pays de la Loire a donc pris la décision, dans une logique vertueuse, de faire en sorte de faire toutes les économies de fonctionnement possibles pour faire en sorte de contribuer au redressement du pays. Les personnels qui travaillaient sur le terrain, qui sont 39 exactement, désormais vont être transférés à la région. Il y a une soixantaine de collaborateurs qui sont licenciés. Une partie correspondant aux missions qui vont être en doublon et puis une partie qui vont correspondre à une organisation nouvelle des services de la région qui va ouvrir 20 postes supplémentaires pour répondre à une partie des missions qui étaient portées par la SEM Solutions & Co. Donc les Vendéens, les territoires, les entreprises seront accompagnés par les services de la région en direct et ça changera très peu de choses pour eux. Et cette décision ne fait pas l'unanimité. L'opposition dénonce la disparition d'un outil important pour l'attractivité économique du territoire et un choix fait sans réelle concertation. Ça va être 64 licenciements. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ferment l'argent pour faire des économies. Ils nous parlent à terme de 4 millions d'économies. On n'a aucune visibilité sur ces économies annoncées. Et c'est 64 personnes qui vont être licenciées. 64 personnes qui agissaient dans le cadre de cette compétence économique qui ne seront pas remplacées. Certaines des missions vont être réinternalisées, mais en fait, on va perdre la compétence. Et quelque part,
peu importe le statut, peu importe que ça soit une agence, peu importe que ça soit des agents qui sont dans la région, mais c'est bien se couper finalement de ce bras économique, ce bras armé économique qui agissait au quotidien sur les territoires avec les acteurs du monde économique et du monde politique local. Donc c'est tout ce système qui est en train de s'effondrer, et en plus il y a un plan de licenciement assez conséquent qui va se produire en Pays de la Loire. Nous revenons maintenant sur cette pollution aux hydrocarbures constatée dans la rivière Lyon à La Roche-sur-Yon, une pollution due à une fuite des cuves de carburant alimentant le groupe électrogène du centre hospitalier départemental. Une fuite qui s'est produite le week-end dernier. En début de semaine, une forte odeur émanait de la rivière et des plaques d'hydrocarbures étaient visibles. Des rejets diffus continuent de polluer la rivière. 18 mètres cubes de fioul s'y sont déversés. Les services de l'agglomération de La Roche-sur-Yon sont mobilisés et ont mis en place différents procédé de dépollution. La situation est aussi surveillée de près par le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée qui réalise différents prélèvements pour mesurer la concentration en hydrocarbures et évaluer l'impact sanitaire. Les services immédiatement ont été installés des éléments filtrants sur la rivière et puis également du sable en contrebas du talus concerné parce qu'il y a un chemin sur lequel du fioul pouvait arriver. Et puis nous avons donc dès lundi engagé des opérations plus importantes. Évidemment, la fuite a été résorbée et puis des opérations de pompage dans les canalisations d'eau pluviale ont été également effectuées en lien avec le CHD, en lien avec les pompiers, en lien avec les services de l'État. Eh bien, une étude environnementale va être lancée pour mesurer l'impact de la pollution du talus, donc l'impact de la pollution des sols en surface et en profondeur. Les traces d'irisation peuvent peut-être encore durer quelques jours, mais c'est surveillé au quotidien. Nous invitons les riverains qui auraient des animaux à ce que ces animaux ne s'abreuvent pas dans Lyon. Et puis toute personne qui sentirait chez elle des odeurs de mazout qui pourraient remonter par les réseaux, eh bien, est invitée à contacter soit les pompiers, soit les services de l'agglomération. Toute situation anormale constatée doit être remontée à la collectivité. Et suite à cette pollution, le préfet de la Vendée a pris un arrêté interdisant l'accès à la rivière, une interdiction qui s'étend de La Roche-sur-Yon jusqu'à Champ-Saint-Père. Il est donc strictement interdit de s'en approcher par certains endroits, mais aussi d'y pêcher, d'y prélever de l'eau et d'y abreuver les animaux. Il est également vivement conseillé d'éviter tout contact avec l'eau de la rivière. Si jamais vous avez été en contact, prévenez les services d'urgence si vous ressentez des symptômes inhabituels. Vous devez également signaler toute anomalie, odeur, coloration inhabituelle de l'eau ou tout animal en détresse au service de l'agglomération de La Roche-sur-Yon et respecter bien sûr la signalisation et les panneaux d'information installés sur les bords de Lyon. Nous allons maintenant à la rencontre des bénévoles du groupe associatif Estuaire à Talmont-Saint-Hilaire. Ils restaurent une pêcherie médiévale du XIIe siècle. Ce système de barrage en pierre permettait de piéger les poissons avec la marée. Au-delà de la remise en place de ce patrimoine, l'objectif de cette restauration est aussi de protéger les traces laissées par les dinosaures qui se trouvent sur le site. 244 traces qui sont menacées de disparition avec l'érosion. Les bénévoles se retrouvent sur le chantier 2 jours par mois en fonction des marées et ils en profitent pour faire découvrir l'histoire du lieu aux enfants. Reportage de Louise Ménori. Il faut trouver des doigts pointus. Alors c'est par là, chercher. Jacques guide ses élèves sur les pas des dinosaures. Près de 1000 traces vieilles de 200 millions d'années sont présentes sur une partie du littoral de Talmont. Une richesse que l'association entend bien préserver. Alors ces traces sont abîmées de 2 manières. D'une part par la mer, qui balaie des galets à la marée montante ou descendante sur tous les jours de tempête, et ces galets usent les traces. Et puis il y a des gens qui peuvent les abîmer aussi parce que ces traces sont sur des couches de roches qui sont très fines et en fait à des endroits la mer creuse en dessous et si on marche sur le bord de la dalle, ça la casse. Donc notre pêcherie a pour but de laisser de l'eau quand on ne fait pas de visite et pendant les jours de tempête pour éviter que ces traces soient usées soit par la tempête, soit par des gens mal intentionnés. Protéger les traces de dinosaures, mais aussi faire découvrir le patrimoine vendéen au travers de cette méthode de pêche traditionnelle. L'idée vraiment est de retrouver les gestes d'antan du XIIe siècle et aucun moyen mécanique sur cette restauration. La restauration de la pêcherie, on a retrouvé des documents médiévaux sur la façon de mettre les pierres. Par contre, pas
on n'a pas retrouvé de documents, bien sûr, sur le transport des pierres. Alors, on a la grue médiévale, on a les filets de transport, les civières, et puis on a aussi le mouflage pour faire glisser les pierres sur les bancs de roche. Et puis ensuite, on a le tabouret qui permet de garder l'angle de 30 degrés à l'élévation du mur. Un projet de grande ampleur qui mobilise une centaine de bénévoles et devrait durer entre 5 et 7 ans. Nous nous rendons maintenant au site minier de Fémoreau où le charbon a été exploité de 1827 jusqu'en 1958. Au fil des décennies, des centaines de mineurs y ont travaillé, notamment des hommes venus de Pologne. Mais si les galeries étaient réservées aux hommes, les femmes ont elles aussi joué un rôle essentiel dans l'histoire de la mine. Elles n'avaient pas le droit de descendre au fond, mais occupaient d'autres fonctions dans l'administration, la gestion ou encore la vie quotidienne du site. Certaines ont même marqué l'histoire de l'exploitation minière. Aujourd'hui, au centre minier de Fémoreau, parmi les 700 objets conservés, plusieurs photographies retracent justement la vie et la place de ces femmes dans l'univers minier. Un reportage de Cyril Dillet. En 1955, le centre minier de Fémoreau comptabilise un grand nombre de travailleurs étrangers. À cette époque, 19 nationalités sont représentées, avec bien sûr beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes. Ici, nous sommes dans l'exposition temporaire La mine info-intox du centre minier et on voit en 1923 qu'il y avait 9 femmes au jour, uniquement au jour, car les femmes ont interdiction de travailler au fond. Et en 1940, 5 femmes seulement. Il faut savoir qu'ici à Fémoreau, on a eu au plus fort de l'activité jusqu'à 431 ouvriers, seulement 9 femmes, 2-3 au niveau des bureaux, le reste sur le carreau de la mine, lampisterie ou au triage du charbon. La loi de 1874 interdit les femmes de travailler au fond de la mine, et ce pour 3 raisons. L'une, parce que c'était un travail beaucoup trop compliqué. Elle poussait des berlines, pratiquement 700 kg la berline. La deuxième raison, c'est notamment par rapport au fait d'élever les enfants. Et la dernière, c'est pour des raisons de mentalité. En fait, au fond de la mine, il fait chaud. Les femmes pouvaient travailler comme les hommes torse nu. Et donc la proximité des deux genres dans un espace public non surveillé, non privé, était très mal vue pour l'époque. Parmi les femmes qui ont travaillé à Fémoreau, il y avait Madame Loumédé qui tenait un poste de secrétaire. On a donc son portrait avec donc cette machine à écrire dans les bureaux de la mine. Et on a également en 1957 où elle a donc reçu pour la Sainte-Barbe sa médaille du travail. Autre particularité, en 1868, c'est une femme, Madame Bali, qui prendra la direction de la Société des mines. Elle est la grande figure ici à Fémoreau, donc de cette directrice, femme maître qui va gérer la mine, notamment dans cette société paternaliste. Ici, certaines femmes pouvaient s'occuper des commerces, à l'image de Maria, qui tenait l'hôtel des mines. À ce sujet, le 8 mars prochain, dans ce même lieu, Florence Regour présentera une conférence intitulée « Femmes au travail en Vendée » de 1880 à 1960. Et à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le centre minier de Fémoreau propose une conférence intitulée « Femmes au travail en Vendée de 1980 à 1960 ». Elle sera présentée par Florence Regour, professeure d'histoire et auteure de plusieurs ouvrages sur l'histoire sociale de la Vendée. Rendez-vous donc ce dimanche à 16h à l'Hôtel des Mines à Fémoreau. Nous allons maintenant à la découverte d'une exposition qui célèbre à la fois le printemps et la féminité. L'artiste japonaise Sayaka Asahi présente en ce moment Aurora, une exposition accueillie par l'association Art Pluriel à l'espace Côté Sud Expo à La Roche-sur-Yon. 40 aquarelles y sont exposées, réalisées avec une technique très particulière développée par l'artiste, l'ice painting, une approche picturale originale qui joue avec la glace pour créer des effets uniques. Sayaka Asahi est d'origine japonaise et elle a mis au point ce procédé qu'elle appelle le ice painting, qui consiste à faire de l'aquarelle, mais l'eau est diffusée par la neige, le givre, la glace, le glaçon. C'est un procédé qu'elle a mis au point et qu'elle a breveté et qu'elle fait voyager à travers ses déplacements. Elle est française depuis à peu près 4 ans, mais bon, son pays d'origine, évidemment, c'est le Japon. Son art, c'est vraiment toucher
au plus près de l'âme, je dirais, du sensible, avec beaucoup de légèreté, de délicatesse. Il y a une gestuelle qui est juste magnifique, que j'ai découvert en allant la voir sur une exposition. Et c'est vraiment un travail hyper sensible et qui instantanément provoque l'émotion. Et on n'est pas obligé d'être un crack de l'aquarelle ou des techniques artistiques. C'est juste ça qu'il faut prendre. Et à noter que l'artiste sera d'ailleurs présente aujourd'hui et demain donc à l'exposition. C'est la fin de ce journal. On refait maintenant ensemble un point rapide sur votre météo du jour avec la pluie qui fait son retour ce matin, notamment sur le littoral vendéen, à compter à 9 à 11 degrés. Donc pour la matinée, dans l'après-midi, pas d'averse de prévu, mais le ciel restera plutôt chargé en nuages. Les températures restent douces avec 14 degrés donc sur le littoral et 15 degrés dans les terres. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et nous revenons ce matin dans le plus de l'info sur le lancement d'une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile, chambre qui a donc été installée à Nantes au début du mois de janvier. Auparavant, l'ensemble des demandeurs donc de droit d'asile devaient, avec leurs avocats, aller défendre leur dossier en région parisienne. Mais en raison du nombre croissant de demandes en région, plusieurs chambres territoriales ont donc vu le jour. Et pour notre région, c'est à Nantes qu'elle se trouve désormais. L'asile, c'est le droit qu'a toute personne qui arrive en France de demander à ne pas être renvoyée dans son pays si elle risque d'être persécutée, tuée, torturée ou subir des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays-là. Ça, c'est le droit d'asile. C'est une très ancienne tradition française, protégée par la Constitution, protégée par le droit européen et protégée par la Convention de Genève. Donc la personne qui demande l'asile, pendant qu'elle demande l'asile, on ne peut pas l'éloigner, elle se tourne vers l'OFPRA, qui est une institution administrative. L'OFPRA en protège certains, mais ceux qui se voient rejetés, ils ont le droit à un juge. Et ce juge, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Et aujourd'hui, désormais, la Cour nationale du droit d'asile, elle a une chambre territoriale à Nantes. Les trajets pour les demandeurs d'asile jusqu'à Paris étaient extrêmement longs, extrêmement coûteux, alors que ce sont des publics vulnérables et généralement qui ont très peu de moyens financiers. Et surtout, l'année dernière, en 2025, on a constaté plus de 1800 demandes d'asile faites devant la Cour en Bretagne et près de 2400 dans les Pays de la Loire. La Chambre est composée de 17 personnes à temps plein, affectées ici à Nantes, qui préparent des audiences. Il y a à peu près une audience par jour ouvré. Et donc elle fonctionne soit sous un format collégial avec 3 personnes pour juger, donc un président et 2 assesseurs, ou un juge unique. La particularité de la chambre territoriale et de toutes les chambres à la Cour nationale du droit d'asile, c'est que le président est un magistrat en fonction ou retraité, et les 2 assesseurs sont des personnes qui ne sont pas des magistrats. Donc il y a une personne qui est nommée par le vice-président du Conseil d'État, qui est souvent un ancien haut fonctionnaire, ambassadeur, préfet, et un assesseur qui est nommé par le Haut Commissariat aux réfugiés auprès des Nations Unies, qui sont souvent des personnes qui sont des anciens humanitaires, donc qui ont une connaissance fine du terrain. Il est nécessaire de bien être au courant des évolutions géopolitiques dans le monde pour bien comprendre quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les demandeurs d'asile, quelles sont les difficultés politiques dans ces différents pays, les zones de conflit, les zones de guerre, les problèmes aussi sociétaux qu'ils sont amenés à rencontrer, par exemple les problèmes d'intolérance, que ce soit religieuse, liés à leur ethnie ou éventuellement à leur orientation sexuelle par exemple. Et vous retrouvez bien sûr l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les vendredis, il est temps maintenant de se demander où sortir ce week-end.
L'agenda, donc, comme tous les vendredis, avec l'ensemble des événements prévus ce week-end et ces prochains jours, avec à titre d'exemple du théâtre du côté de Saint-Denis et La Chevasse, mais aussi des rendez-vous festifs de la LPO du côté du TM à La Roche-sur-Yon. Regardez. For me to go, I have to catch my train. So I leave the sitting at the bar, the friends and man in the rain. Don't have to party on me, I'm not on the dry wheel. My next week in for the field of rat and ride. We got one in Hollywood, they got me one in basket you. They got full of them, they sing, they come and they cut my tail. So whenever single pull up, you always have a job. Cause whenever you go around the world, you find an Irish spot. They got one in Hollywood, they got me one in basket you. They got full of them, they send they get the couple of cats met you. So whenever single pull up, you always find a job. Cause whenever you go around the road, you find an Irish pub. Hey! Et voici pour l'agenda donc de ce week-end et de ces prochains jours. Et à ne pas oublier ce soir ce derby vendéen dans le championnat national 2 de football entre La Roche-sur-Yon et les Herbiers. Match prévu à 19h donc au stade Henri Desgranges. Et prudence donc au terme de au niveau circulation aux abords du stade. Donc ce soir, plusieurs parkings ont été prévus pour accueillir l'ensemble des spectateurs. Vous retrouvez toutes les informations donc de circulation et de stationnement sur le site de la ville de La Roche-sur-Yon et également sur les réseaux sociaux de la ville de La Roche-sur-Yon également. On passe rapidement à l'extrait du jour, extrait aujourd'hui d'enjeux majeurs consacrés à ce soir aux élections municipales. Rendez-vous à 18h45, regardez rapidement. Au niveau des tendances politiques, quelle est l'histoire récente de La Roche-sur-Yon, Louise ? Eh bien, la commune a été dirigée pendant 37 ans par le Parti socialiste. En 2014, à la surprise générale, c'est Luc Boire qui a remporté l'élection. Il était sous l'étiquette des Républicains. Il a brigué un second mandat en mars 2020. Il a rejoint depuis le parti d'Édouard Philippe Horizon.
et il se représente cette année en 2026. Alors cette année sur ce scrutin, La Roche-sur-Yon va-t-elle rester à droite ou bien revenir à gauche? Eh bien, je laisse cette question en suspens puisque au-delà des appartenances politiques, l'enjeu de ce scrutin local, ce sont aussi des thématiques qui vous concernent au quotidien. Ça peut être le vieillissement de la population, l'éducation, les sports, la jeunesse ou la mobilité, pour n'en citer que quelques-unes. 2 candidats tête de liste sortent du lot dans ce scrutin. Luc Boire en liste d'hiver droite, on vient d'en parler, et Romain Bossis qui représente un bloc de gauche. Et rendez-vous donc ce soir à 18h45 pour ce numéro spécial d'enjeux majeurs consacré aux élections municipales et à l'ensemble donc des enjeux majeurs justement de cette élection prévue les 15 et 22 mars prochains. On passe rapidement à Café Cuisine. Je vous rappelle la question de la semaine où on cherche Parc Vendéen qui se transforme pour plonger ses visiteurs dans l'univers du western. Et voici le 5e et dernier indice de la semaine. Son nom commence par une lettre suivie d'une apostrophe et promet de l'amusement. Je répète, son nom commence par une lettre suivi d'une apostrophe et promet de l'amusement. À gagner cette semaine un panier gourmand offert par le restaurant Le Casse-Croûte Vendéen. Vous avez jusqu'à aujourd'hui à midi pour tenter votre chance sur tvvendée.fr. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve lundi matin à partir de 7h. Passez un très bon week-end devant TV Vendée. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there